Bonsoir et bienvenue sur D8. Merci de nous retrouver pour un nouveau voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, je vous propose de continuer la lecture de Passion et Vertu, qui est un récit de Gustave Flaubert et qui a été publié en 1836 et qui fait partie en fait d'un recueil de contes philosophiques. Alors pour vous mettre un petit peu dans le bain, Passion et Vertu est un texte que Flaubert a écrit lorsqu'il avait 15 ans seulement et qui égratigne quelque peu l'image de la jante masculine. Alors on y retrouve Mazza, qui est l'héroïne du récit, qui est une jeune femme mariée, bien sous tout rapport, mère de 2 enfants. C'est une femme douce et rêveuse, mais qui va se faire totalement emporter dans les méandres de l'adultère par son amant. Donc c'est la débandade, sa passion dévorante va complètement l'aveugler. Elle sera même prête à se changer en criminelle par amour et par passion pour cet homme. Alors, Flaubert est connu pour ses analyses psychologiques et son regard particulièrement réaliste de la société à cette époque. On a également l'impression ici que Mazza et son amant sont en quelque sorte en fait, les aïeux de Bonnie and Clyde, ce qui rend le récit plutôt contemporain. Alors, avant de commencer cette lecture, je vous rappelle, évidemment, si vous voulez réagir sur l'émission, c'est le hashtag VBN sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Voilà. Et si jamais vous ne trouvez toujours pas le sommeil à la fin de la lecture, sachez que vous retrouverez toujours les lectures sur le site de D8 en replay. Voilà. Alors, recommençons cette lecture de Passion et Vertu de Gustave Flaubert. Alors... Donc, je vous rappelle qu'on en était au chapitre 7. Allons-y. Elle vécut ainsi plusieurs mois, seule avec son avenir qui avançait, se sentant chaque jour plus heureuse et plus libre, à mesure que tout ce qui était dans son cœur s'en allait pour faire place à l'amour. Toutes les passions, tous les sentiments, tout ce qui trouve sa place dans une âme, était parti comme les scrupules de l'enfance. La pudeur d'abord, la religion ensuite, la vertu après. Et enfin, les débris de tout cela qu'elle avait jetés comme des éclats d'un verre brisé. Elle n'avait plus rien d'une femme, si ce n'est l'amour, mais un amour entier et terrible, qui se torturait lui-même et brûlait les autres. Comme le Vésuve qui se déchire dans les éruptions et répand sa lave bouillante sur les fleurs de la vallée. Elle avait des enfants, ses enfants moururent, comme leur père. Chaque jour, il pâlissait de plus en plus, s'amaigrissait, et la nuit, il se réveillait dans le délire, se tordait sur la couche, d'agonie, en disant qu'un serpent leur mangeait la poitrine, car il y avait là quelque chose qui les déchirait et qui les brûlait sans cesse. Et Mazza contemplait leur agonie avec un sourire sur les lèvres, qui était encore rempli de colère et de vengeance. Ils moururent tous deux le même jour. Quand elle vit clouer leur bière, ses yeux n'eurent point de larmes, son cœur pas de soupir. Elle les vit d'un œil sec et froid, enveloppés dans leur linceul, et lorsqu'elle fut seule enfin, elle passa la nuit, heureuse et confiante, l'âme calme et la joie dans le cœur. Pas un remords, ni un cri de douleur, car elle allait partir le lendemain, quitter la France, après s'être vengée de l'amour profané, de tout ce qu'il y avait eu de fatal et de terrible dans sa destinée, après s'être ralliée de Dieu, des hommes, de la vie, de la fatalité qui s'était jouée d'elle à un moment, après s'être amusée à son tour de la vie et de la mort, des larmes et des chagrins, et avoir rendu au ciel des crimes pour ses douleurs. Adieu, terre d'Europe, pleine de brouillards et de glaciers, où les cœurs sont tièdes comme l'atmosphère, et les amours aussi flasques, aussi mous que ces nuages gris. À moi l'Amérique et sa terre de feu, son soleil ardent, son ciel pur, ses belles nuits dans les bosquets de palmiers et de platanes. Adieu le monde, merci de vous, je pars. Je me jette sur un navire. Va, mon beau navire, cours vite. Que tes voiles s'enflent au souffle du vent et que ta proue brise les vagues. Bondis sur la tempête, saute sur les flots, et dues-tu de briser enfin, jette-moi avec tes débris sur la terre où ils respirent. Cette nuit-là fut passée dans le délire et l'agitation, mais le délire de la joie et de l'espérance, lorsqu'elle pensait à lui, qu'elle allait l'embrasser, et vivre pour toujours avec lui, elle souriait et pleurait de bonheur.
La terre du cimetière où reposaient ses enfants était encore fraîche et mouillée d'eau bénite. Chapitre 8. On lui apporta le matin une lettre. Elle avait 7 mois de date, c'était d'Ernest. Elle en brisa le cachet en tremblant, la parcourut avidement. Quand elle eut terminé, elle recommença sa lecture, pâle d'effroi et pouvant à peine lire. Voici ce qu'il y avait. Pourquoi, madame, vos lettres sont-elles toujours aussi peu honnêtes, la dernière surtout? Je l'ai brûlée. J'aurais rougi que quelqu'un y jetât les yeux. Ne pourriez-vous enfin avoir plus de bornes dans vos passions? Pourquoi venez-vous sans cesse avec votre souvenir me troubler dans mes travaux, m'arracher à mes occupations? Que vous ai-je fait pour m'aimer tant? Encore une fois, madame, je veux qu'un amour soit sage. J'ai quitté la France, oubliez-moi donc comme je vous ai oublié. Aimez votre mari. Le bonheur se trouve dans les routes battues par la foule. Les sentiers de la montagne sont pleins de ronces et de cailloux. Ils déchirent et vous usent vite. Maintenant, je vis heureux. J'ai une petite maison, charmante, sur le bord d'un fleuve. Et dans la plaine qu'il traverse, je fais la chasse aux insectes. J'herborise et quand je rentre chez moi, je suis saluée par mon nègre qui se courbe jusqu'à terre et embrasse mes souliers quand il veut obtenir quelques faveurs. Je me suis donc créé une existence heureuse, calme et paisible, au milieu de la nature et de la science. Que n'en faites-vous autant? Qui vous en empêche? On peut ce qu'on veut. Pour vous, pour votre bonheur même, je vous conseille de ne plus penser à moi, de ne plus m'écrire. À quoi bon cette correspondance? À quoi cela nous avancera-t-il quand vous direz 100 fois que vous m'aimez et que vous écrirez encore sur les marges tout autant de fois « je t'aime ». Il faut donc oublier tout, madame, et ne plus penser à ce que nous avons été, l'un vis-à-vis de l'autre. N'avons-nous pas eu la chance que nous désirions? Ma position est à peu près faite. Je suis directeur principal de la commission des essais pour les mines. La fille du directeur, de première classe, est une charmante personne. De 17 ans. Son père a 60 000 livres de rente. Elle est fille unique. Elle est douce et bonne. Elle a beaucoup de jugement et s'entendra à merveille à diriger un ménage, à tenir une maison. Dans un mois, je me marie. Si vous m'aimez, comme vous le dites toujours, cela doit vous faire plaisir, puisque je le fais pour mon bonheur. Adieu, Madame Villers. Ne pensez plus à un homme qui a la délicatesse de ne plus vous aimer. Et si vous voulez me rendre un dernier service, c'est de me faire passer au plus vite un demi-litre d'acide prussique, que vous donnera très bien, sur ma recommandation, la secrétaire de l'Académie des sciences. C'est un chimiste fort habile. Adieu, je compte sur vous. N'oubliez pas mon acide. Signé Ernest Vaumont. Quand Mazza eut lu cette lettre, elle poussa un cri inarticulé, comme si l'on eût eu brûlé avec des tenailles rouges. Elle resta longtemps dans la consternation et la surprise. « Ah, le lâche, dit-elle enfin. Il m'a séduite et il m'abandonne pour une autre. Avoir tout donné pour lui et n'avoir plus rien, jeter tout à la mer et s'appuyer sur une planche, et la planche vous glisse des mains. Et l'on sent qu'on s'enfonce sur les flots. Elle l'aimait tant, cette pauvre femme. Elle lui avait donné sa vertu. Elle lui avait prodigué son amour. Elle avait renié Dieu. Et puis encore, oh, bien pis encore, son mari et ses enfants, qu'elle avait vus râler, mourir en souriant, car elle pensait à lui. Que faire? Que devenir? Une autre femme, à qui il va dire « je t'aime », à qui il va baiser les yeux, les seins, en l'appelant sa vie et sa passion. Une autre, et elle. En avait-elle eu d'autres que lui? Pour lui, n'avait-elle pas repoussé son mari dans la couche nuptiale? Ne l'avait-elle pas trompé sur ses lèvres adultères? Ne l'avait-elle pas empoisonné en versant des larmes de joie? C'était son Dieu et sa vie. Il l'abandonne. Après s'être servi d'elle, après en avoir eu assez joui, assez usé, voilà qu'il la repousse au loin et la jette. Oh, l'abîme sans fond que celui du crime et du désespoir. D'autres fois, elle ne pouvait en croire ses yeux. Elle relisait cette lettre fatale et la couvrait de ses pleurs. « Oh, comment, disait-elle, après que l'abattement eut fait place à la rage, à la fureur. Oh, comment tu me quittes. Mais je suis au monde, seule, sans famille, sans parents, car je t'ai donné,
et famille et parents, seuls sans honneur, car je les immolais pour toi, seuls sans réputation, car je les sacrifiais pour tes baisers, à la vue du monde entier, qui m'appelait ta maîtresse. Ta maîtresse, dont tu rougis maintenant, lâche. Et les morts, où sont-ils? Que faire? Que devenir? J'avais une seule idée, une seule chose au cœur, elle me manque. Irai-je te retrouver? Mais tu me chasseras, comme un esclave. Si je me jette au milieu des autres femmes, elles m'abandonneront en riant, me montreront du doigt avec fierté, car elles n'ont aimé personne. Elles ne connaissaient pas les larmes. Oh tiens, puisque je veux encore de l'amour, de la passion et de la vie, ils me diront sans doute d'aller m'étaler quelque part, où l'on vend à prix fixe de la volupté et des étreintes. Et le soir, avec mes compagnes de luxure, j'appellerai les passants à travers les vitres. Et il faudra, quand ils seront venus, que je les fasse jouir bien fort et que j'en donne pour leur argent, qu'ils s'en aillent contents et que je ne me plaigne pas encore, que je me trouve heureuse, que je ris à tout venant, car j'aurai mérité mon sort. Et qu'ai-je fait? Je t'ai aimé plus qu'un autre. Oh grâce, Ernest, si tu entendais mes cris. Tu aurais peut-être pitié de moi, mais je n'ai pas eu de pitié pour eux. Car je me maudis maintenant. Je me roule ici dans l'angoisse, et mes vêtements sont mouillés de mes larmes. Et elle courait éperdue. Et puis elle tombait, se roulant par terre en maudissant Dieu, les hommes, la vie elle-même, tout ce qui vivait, tout ce qui pensait au monde. Elle arrachait de sa tête des poignées de cheveux noirs, et ses ongles étaient rouges de sang. Oh, ne pouvoir supporter la vie, en être venu à se jeter dans les bras de la mort, comme dans ceux d'une mère. Mais ajouter encore au dernier moment, si la tombe n'a pas de supplice, et le néant de douleur, être dégoûté de tout, n'avoir plus rien à faire, pas même à l'amour. La première religion du cœur, et ne pouvoir quitter ce malaise continuel, comme un homme qui serait ivre et qu'on forcerait à boire encore. Pourquoi donc es-tu venue dans ma solitude m'arracher à mon bonheur? J'étais si confiante et si pure, et tu es venue pour m'aimer. Je t'ai aimé. Les hommes, cela est si beau quand ils vous regardent. Tu m'as donné de l'amour, tu m'en refuses maintenant, et moi je les nourris par des crimes. Voilà qu'ils me tuent aussi. J'étais bonne alors quand tu me vis, et maintenant je suis féroce et cruelle. Je voudrais avoir quelque chose à broyer, à déchirer, à flétrir, et puis après à jeter au loin comme moi. Oh, je hais tout, les hommes, Dieu. Et toi aussi je te hais, et pourtant je sens encore pour toi que je donnerai ma vie. Plus je t'aimais encore, comme ceux qui se désaltèrent avec l'eau salée de la mer et que la soif brûle toujours. Et maintenant, je vais mourir. La mort, plus rien, quoi. Des ténèbres, une tombe et puis l'immensité du néant. Oh, je sens que je voudrais pourtant vivre et faire souffrir comme j'ai souffert. Oh, le bonheur, où est-il? Mais c'est un rêve, la vertu, un mot, l'amour, une déception. La tombe, que sais-je? Je le saurai. Elle se leva, essuya ses larmes, tâcha d'apaiser ses sanglots qui lui brisaient la poitrine et l'étouffaient. Elle regarda dans une glace si ses yeux étaient encore bien rouges de pleurs, renoua ses cheveux et sortit s'acquitter du dernier désir d'Ernest. Mazza arriva chez le chimiste. Il allait venir. On la fit attendre dans un petit salon, au premier, dont les meubles étaient couverts de draps rouges et de draps verts. Une table ronde en acajou au milieu des lithographies, représentant les batailles de Napoléon sur des lambris. Et sur la cheminée de marbre gris, une pendule en or, où le cadran servait d'appui à un amour qui reposait de l'autre main sur ses flèches. La porte s'ouvrit, comme la pendule. Sonnait 2 heures. Le chimiste entra. C'était un homme petit et mince, l'air sec et des manières polies. Il avait des lunettes, des lèvres minces, des petits yeux renfoncés. Quand Mazza lui eut expliqué le motif de sa visite, il se mit à faire l'éloge de M. Ernest. Son caractère, son cœur, ses dispositions. Enfin, il lui remit le flacon d'acide, l'amena par la main au bas de l'escalier. Il se mouilla même les pieds dans sa cour en la reconduisant jusqu'à la porte de la rue. Mazza ne pouvait marcher dans les rues, tant sa tête était brûlante. Ses joues étaient pourprées,
Il lui sembla plusieurs fois que le sang allait lui sortir par les pores. Elle passa par les rues où la misère était affichée sur les maisons, comme ces filets de couleurs qui tombent des murs blanchis. Et en voyant la misère, elle disait « Je vais me guérir de votre malheur ». Elle passa devant le palais des rois et dit en serrant le poison dans ses mains « Adieu l'existence, je vais me guérir de vos soucis ». En rentrant chez elle, avant de fermer la porte, elle jeta un regard sur le monde, qu'elle quittait, et sur la cité pleine de bruit, de rumeurs et de cris. « Adieu vous tous », dit-elle. Elle ouvrit son secrétaire, cacha le flacon d'acide, y mit l'adresse et écrivit un autre billet. Il était adressé au commissaire central. Elle sonna et le donna à un domestique. Elle écrivit sur une 3e feuille ces mots. « J'aimais un homme. Pour lui, j'ai tué mon mari. Pour lui, j'ai tué mes enfants. Je meurs sans remords, sans espoir, mais avec des regrets. » Elle le plaça sur sa cheminée. « Encore une demi-heure, dit-elle. Bientôt il va venir et m'emmener au cimetière. » Elle ôta ses vêtements et resta quelques minutes à regarder son beau corps que rien ne couvrait, à penser à toutes les voluptés qu'il avait données, aux jouissances immenses qu'elle avait prodiguées à son amant. Quel trésor que l'amour d'une telle femme. Enfin, après avoir pleuré, pensant à ces jours qui s'étaient enfuis, à son bonheur, à ses rêves, à ses caprices de jeunesse, et puis encore à lui bien longtemps, à s'être demandé ce que c'était que la mort, et s'être perdue dans ce gouffre sans fond de la pensée qui se ronge et se déchire de rage et d'impuissance. Elle se releva tout à coup comme d'un rêve, prit quelques gouttes du poison qu'elle avait versé dans une tasse de vermeil, but avidement et s'étendit pour la dernière fois sur ce sofa, où si souvent elle s'était roulée dans les bras d'Ernest, dans les transports de l'amour. Quand le commissaire entra, Mazar allait encore. Elle fit quelques bonds par terre, se tordit plusieurs fois. Tous ses membres se raidirent ensemble. Elle poussa un cri déchirant. Quand il approcha d'elle, elle était morte. Le 10 décembre 1837. Voilà, c'est ici que se termine cette lecture. Je vous rappelle donc Passion et vertu de Gustave Flaubert, qui était donc une œuvre de jeunesse. Écoutez, quant à moi, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle lecture. D'ici là, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours réagir sur l'émission avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous dis à très bientôt et bonne nuit sur D8.